Pour les aborigènes, il y a longtemps, la Terre était sans vie, elle était baignée dans le noir. De grands ancêtres, au pouvoir extraordinaire, ont créé ce qui existe. Donc il existe une période bénie qui s'appelle le temps du rêve. Et ce temps du rêve, il a précédé la création du monde pour les aborigènes. Ceux-ci l'ont toujours connu. Et à travers le mythe des ancêtres, ils ont pu le reproduire. Donc les questions qui me viennent à l'esprit, après cette évocation de ce que m'a fait penser ma visite au Quai Branly, les questions sont celles-ci. Dans l'art aborigène, qui est votre spécialité de collectionneur, comme vous l'avez dit, est-ce que lorsque vous choisissez une œuvre, est-ce que le thème mythologique est le thème qui est le plus important dans la décision qui précède votre choix d'une pièce picturale? En d'autres termes, est-ce que vous accordez davantage d'importance aux prouesses ou aux audaces esthétiques de l'artiste, ou bien est-ce que vous privilégiez la signification de ce fameux temps du rêve? Merci, oui, je comprends votre question. Elle est bien introduite parce que vous avez expliqué en quelques mots ce qui se situe, ce qui se cache derrière une œuvre aborigène. Et effectivement, nous parlons tous d'art premier, mais ils sont très différents, ces arts, car ces cultures, ces peuples sont très différents. Et les explications que l'on peut apporter à ceci et à cela est très différent. Mais je commencerai par vous dire que j'étais une fois, il y a longtemps, au musée d'art de Berne, dans un groupe qui le visitait, et nous étions un certain nombre, la plupart étaient âgés, et dans ce musée, vous avez à la fois de l'art antique, ancien, classique, et de l'art moderne et contemporain. Et un brouhaha se faisait dans le groupe. Au fond, c'était toute une série de dames d'un certain âge qui rejetaient, en termes assez violents, ces nouveautés. Le conservateur leur a demandé, mais au fond, qu'est-ce que vous aimez alors? Et elles se sont naturellement référées à toute une autre série d'œuvres qui paraissaient beaucoup plus accessibles. Elles l'étaient évidemment à notre œil d'occidental. Mais ensuite, ce même conservateur leur a demandé, oui, mais est-ce que vous comprenez cet art? Est-ce que vous savez ce que c'est? Mais bien sûr. Alors, quel est le mythe qui se trouve derrière? Quelle est l'histoire qui est contée? Comprenez-vous la position, le positionnement, l'art dans la présentation d'une certaine histoire? Non, elle ne le comprenait pas. Et les deux avaient raison. Au fond, cette compréhension de notre propre mythologie est importante comme clé de compréhension de notre art à nous. Elle est importante, mais elle n'est pas unique. Si vous avez un émoi esthétique devant quelque chose qui, à force d'avoir été vu, a été intériorisé, vous pouvez vous approprier cette image. Alors j'en viens maintenant à l'art aborigène. Je dirais que des générations de découvreurs de cet art, d'ethnologues, voire d'ethnographes, ne se sont intéressés que à la valeur mythologique, à la valeur de l'histoire et à la traduction de cette histoire, jusqu'à ne pas même percevoir que cela pouvait être vu comme de l'art. Et ce n'est que plus récemment qu'une autre attitude, un autre cheminement permet de reconnaître de l'art pur. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je m'explique. Non, moi, fondamentalement, ma réponse est le contenu mythologique de l'œuvre m'importe relativement peu. Je vous expliquerai pourquoi. Et effectivement, c'est plutôt la démarche esthétique qui m'émeut. Mais je veux dire ceci, il y a une forme d'échange entre l'artiste et moi-même, l'acquéreur, si vous voulez, ou simplement l'admirateur et le contemplateur. Cet échange n'est pas mercantile, c'est pas ça. C'est un échange intellectuel. J'échange ma liberté d'aimer ce que je vois contre sa liberté d'occulter ce qu'il ne veut pas que je sache. Son mythe sera le sien, mais mon amour de cet esthétisme sera le mien. Et ainsi, nous pouvons nous retrouver. Alors, il est certain que dans l'art aborigène, il y a lieu de distinguer un phénomène fondamental. C'est que la culture aborigène australienne est la plus ancienne culture continue sur Terre, ce qui veut dire naturellement que c'est pendant des millénaires qu'ils ont pratiqué ce qu'il est convenu chez nous d'appeler de l'art. Mais ce n'est que récemment, une longue génération,
qu'un renouveau de cet art a donné une touche contemporaine très forte à une création humaine nouvelle. Cette création humaine se base très clairement sur des critères esthétiques anciens, codifiés, établis, intériorisés par tout un peuple depuis des millénaires, comme je vous le disais. Mais il se trouve que nous, avec notre regard, aujourd'hui, nous connaissons, nous aimons, nous n'aimons pas, mais nous connaissons l'art moderne et surtout l'art abstrait, et donc l'art contemporain en plus. Nous nous sommes habitués à apprécier l'abstraction. Oui ou non, ça dépend, c'est personnel. Mais nous avons développé des clés de compréhension purement esthétiques qui s'affranchissent de la compréhension de l'histoire qui se trouve derrière l'abstraction. Nous y projetons notre propre symbolisme, notre propre abstraction. Je ne dis pas que nous sommes écervelés et uniquement réduits à l'organe oculaire, mais il y a un dialogue différent qui s'établit entre l'œuvre et le contemplateur. De ce point de vue-là, je dirais que là où je demeure très classique, c'est que je m'intéresse moins, parce que cet art est différent, je m'intéresse beaucoup moins aux objets en tant que tels, c'est souvent des peintures, mais ça peut être des sculptures, qu'aux hommes qui se trouvent derrière, qui les ont faits. Ce n'est pas par humanisme particulier, mais c'est par admiration et respect et intérêt pour toute une Weltanschauung, une compréhension du monde qui se trouve là derrière. Donc, si mon émoi esthétique est la force motrice de ma démarche, je m'intéresse également, par ailleurs, à la valeur de compte qui est représentée pour pouvoir mieux jauger de la démarche de l'artiste. Je rejoins ce côté intuitif. Le sens qui est porté par les peintures m'interpelle beaucoup. Mais en même temps, comme il est relativement inaccessible, c'est comme un vocabulaire, une grammaire dont vous ne connaissez pas la langue du tout. Ce que je trouve intéressant, quand on voit des artistes en fait, qui sont amenés à reproduire des signes, un peu comme des hiéroglyphes qui vont habiter une toile, c'est de voir ce travail, je dirais, qui est déjà artistique de prime abord, qui se transforme au cours de la vie de l'artiste. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que, quoi qu'il arrive, d'un travail qui est relativement fin, très pointu, très détaillé, on va aller vers l'essentiel. Et j'aime beaucoup cette approche qui consiste à se dégager de tout ce qui peut, tous les détails, et à ne garder plus que ce qui est le plus parlant, le plus fort, le plus signifiant, quitte à n'avoir que quelque chose de très simple, avec des jeux de couleurs intéressants. Donc une vraie rupture qui permet d'aller beaucoup plus loin. Un petit peu comme, si vous regardez les sculptures dans la Grèce antique, ces magnifiques visages des Cyclades, hein, où on a juste l'ovale d'un visage, un nez. Bon, dans le passé, les yeux étaient dessinés quand même, mais il ne reste plus rien. Mais vous avez tout. Vous avez tout, c'est simple, c'est extrêmement puissant. Et donc les artistes aborigènes, dans leur parcours, ils commencent par des signes traditionnels, et puis au fur et à mesure, 20, 30 ans plus tard, le même artiste, il est toujours vivant, il prend du recul, il invente, il se réinvente en permanence. Et c'est là qu'on voit que ce sont des artistes exceptionnels qui, en fait, tutoient l'art contemporain d'aujourd'hui. Donc ça me plaît beaucoup.